Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. L'Algérie, brillamment élue membre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour la période 2023-2025, en reconnaissance de son rôle de pays pivot dans sa région. Au Conseil de la Nation, débat autour de la déclaration politique générale du gouvernement qui a été présentée hier par le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman en séance plénière. Sommet arabe d'Alger, la presse arabe accorde un grand intérêt à cet événement. Les médias qataris, par exemple, espèrent que ce rendez-vous aboutira à des solutions aux problèmes qui règnent au sein des pays arabes. La détention du journaliste marocain Souleymane Raissouni, jugé arbitraire par l'ONU, poursuivi à cause de ses opinions, ses soutiens ont dénoncé un procès politique. Bienvenue à tous. Conseil de la Nation, débat autour de la déclaration de politique générale du gouvernement qui a été présentée hier par le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman en séance plénière. Je vous le disais en titre, l'Algérie, brillamment élue membre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour la période 2023-2025. L'Algérie a récolté 178 voix au cours du scrutin qui s'est déroulé hier à New York lors de la 17e séance plénière de l'Assemblée générale de l'ONU. Ceci en reconnaissance à son rôle de pays pivot dans la région, soucieux de promouvoir les principes et valeurs des droits de l'homme dans le monde. Nawal Abada. Connue et reconnue pour défendre et promouvoir les principes et valeurs des droits de l'homme dans le monde, l'Algérie n'a eu aucune peine à arracher sa place au sein du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour la période 2023-2025. Une élection avec brio, 178 voix sur 193 au cours du scrutin qui s'est déroulé à New York lors de la 17e session plénière de l'Assemblée générale de l'ONU. Pour un mandat de 3 ans, l'Algérie activera auprès des 46 autres membres de cet organe onusien en faveur des peuples opprimés et du droit et de la légalité internationale. C'est une élection attendue, donc personnellement, et vu la quasi-majorité des votants pour notre pays, ça confirme 4 choses. La première chose, c'est que l'Algérie a rempli les 2 mandats entre 2006 et 2022. Deuxièmement, c'est par rapport aussi au niveau de sophistication de notre diplomatie nationale. Avoir 178 voix sur 193, c'est pas chose facile. La troisième chose, c'est par rapport aussi au solde national en matière de droits de l'homme. C'est qu'on a depuis très longtemps concrétisé les différents engagements internationaux de l'Algérie en matière de droits de l'homme par des réformes, à la fois de la Constitution, mais aussi sur le plan législatif. Et le quatrième volet, c'est par rapport aussi aux réformes de la Constitution de 2020. Cette accession de l'Algérie au CDH à partir du 1er janvier 2023 et qui constitue la 3e depuis la création du dit Conseil en 2006, lui permettra en effet d'œuvrer à la promotion et à la protection des droits de l'homme à travers le monde, mais pas que. Elle confortera sa candidature pour un siège de membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU pour la période 2024-2025, dont les élections se tiendront en juin 2023. Membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est une chose qui est déjà pratiquement faite par rapport à l'Union africaine, parce que c'est un siège qui revient à l'Union africaine. Donc généralement le consensus est pratiquement respecté. Et c'est pour ça que j'estime qu'il y a 2 éléments de réponse qui confortent mon analyse. La première, c'est le mandat exceptionnel de l'Algérie pendant les années 2000. 2006-2007, c'est moins les bonnes, mais aussi par rapport aussi à sa diplomatie africaine de l'Algérie, qu'on a pu revoir à partir de 2020, notamment après la participation de M. le Président de la République à son premier sommet de l'Union africaine, le 9 du mois de février 2020.
Dans un contexte géopolitique en pleine mutation, la diplomatie algérienne, décidée et conduite par le président de la République, ne fait que retrouver la place qui lui sied dans le concert des nations. Le ministre de l'Énergie, Emin Mohamed Arkab, participe aujourd'hui à Moscou aux travaux du 5e Forum international, semaine russe de l'énergie. À cette occasion, Arkab rencontrera le vice-premier ministre russe Alexander Novak, le ministre syrien du pétrole et des ressources minérales Bassem Toumi et des représentants de grandes sociétés pétrolières et gazières. Cheikh Abdessalem n'est plus. Il sera inhumé cet après-midi au cimetière de Sidi Namen dans la commune de Boulourine. Connu sous le nom de Abou Abdessalem, il est décédé hier matin à l'âge de 76 ans. Le regretté était membre de la commission ministérielle de la Fatwa. Et suite à cette triste nouvelle, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a adressé un message de condoléances à la famille du défunt, priant Allah, le Tout-Puissant, d'entourer le défunt de sa sainte miséricorde et prêter à sa famille patience et réconfort. Sommet arabe d'Alger, un rendez-vous qui représente une véritable opportunité pour l'unification des rangs arabes, avec à l'ordre du jour la situation en Palestine, le soutien aux institutions, à la démocratie palestinienne, mais aussi le rassemblement des Palestiniens. La télévision algérienne est partie justement à leur rencontre. Regardez ce reportage de Wissam Abouzaïd, le commentaire est signé Yanis Aïd Belkacem. En brandissant le drapeau de l'Algérie aux côtés de celui de la Palestine, ces Palestiniens expriment leur espoir de voir le sommet d'Alger parvenir à unifier leurs rangs et à trouver une solution au conflit qui les oppose à l'occupant sioniste. Je remercie la télévision algérienne de se déplacer ici en Palestine pour porter la voix des familles des martyrs à tous les responsables algériens. Nous demandons et souhaitons que la Palestine soit unie. Comme vous le savez, vous êtes également dans un pays de plus d'1 million de martyrs. L'Algérie en est un et connaît la souffrance des martyrs. Sachez que la Palestine vous reçoit avec le plus grand des honneurs. La réconciliation des parties palestiniennes reste la seule solution. Pour les Palestiniens, l'Algérie peut jouer un grand rôle et demeure leur ultime espoir, un pays qui a de tout temps soutenu la question palestinienne. Nous souhaitons que les différentes parties palestiniennes ne décevront pas la démarche algérienne. L'Algérie n'a jamais déçu le peuple palestinien et nous a soutenus politiquement, militairement, financièrement et moralement. Le pays d'1 500 000 martyrs qui va recevoir les parties palestiniennes pour une réconciliation est la meilleure des choses qui puisse arriver au peuple palestinien. Nous remercions l'Algérie, son peuple, ses dirigeants et son président pour tout ce qu'ils font pour le peuple palestinien. Cette marche d'unification intervient parallèlement à la poursuite de pourparlers entre les différentes parties palestiniennes, car l'unification reste une étape importante pour faire face à l'occupant sioniste. Nous souhaitons que l'Algérie réussisse le défi de réconcilier les parties palestiniennes et de les unir pour faire face à l'occupant sioniste. L'Algérie fournit des efforts énormes pour cela. Nous souhaitons qu'elle réussisse. Les Palestiniens misent gros sur le sommet d'Alger. Ils espèrent qu'il sera celui de l'unification des rangs palestiniens et des rangs arabes. La presse arabe, notamment qatari, accorde un grand intérêt à cet événement et espère que ce rendez-vous aboutira à des solutions aux problèmes qui règnent au sein des pays arabes. Reportage Badreddin Abbassi, le commentaire est signé Rina Lerari. Les médias qataris accordent une grande importance au sommet arabe qui se déroulera à Alger les 1er et 2 novembre prochains et espèrent que ce rendez-vous aboutira à des solutions aux problématiques du monde arabe. Nous souhaitons que ce sommet soit un nouveau départ pour l'intégration et la collaboration entre tous les pays arabes afin de lutter contre les crises et conflits auxquels ils font face, comme la sécurité alimentaire et les changements climatiques. Les journalistes de la télévision nationale qatari, mobilisés pour la couverture médiatique, travaillent d'arrache-pied afin d'être prêts pour cet événement majeur. Nous souhaitons que ce sommet réussisse à unifier les rangs de la nation arabe, en se focalisant entre autres sur la cause palestinienne. Je suis convaincu que l'Algérie réussira l'organisation de ce sommet.
Ce sommet est l'occasion de contribuer au renforcement de l'action arabe commune, une opportunité relevée par les médias du monde arabe qui jouent un rôle primordial en éclairant l'opinion publique dans ces pays sur les enjeux géopolitiques et socio-économiques actuels. De par leur travail, les médias encouragent les pays arabes à consolider leurs relations et à relancer leur accord de coopération au profit des citoyens arabes. Nous devons saisir cette occasion pour éclairer l'opinion publique arabe sur l'importance de l'intégration de l'ensemble des pays arabes qui disposent de ressources naturelles et humaines à même de leur permettre de travailler ensemble en œuvrant à devenir une seule force au profit des nations arabes. Les médias qataris placent de grands espoirs sur cette 31e session du sommet arabe qui se veut unificatrice de tous les pays arabes. Le porte-parole du gouvernement jordanien estime que le sommet d'Alger est exceptionnel. Pour lui, la réalité arabe exige des efforts exceptionnels de la part de l'ensemble des dirigeants arabes et de leur pays, car des dossiers d'une importance majeure seront traités. Écoutez. تعقد بعد 3 سنوات بسبب الظروف التي حدثت في العالم. Le sommet arabe se tient après 3 ans d'absence en raison du contexte mondial marqué par le Covid. Le sommet d'Alger est exceptionnel de par son organisation et j'espère qu'il le sera également de par ses conclusions, car la réalité arabe exige des efforts exceptionnels de la part de l'ensemble des dirigeants arabes et de leur pays. Il y a des questions de grande importance en rapport avec la sécurité de la nation arabe, surtout que de nombreux pays arabes endurent de pénibles épreuves et il est clair que seule l'action arabe est en mesure d'impacter les choses. D'autant que les préoccupations du monde se sont tournées vers la pandémie, la crise en Ukraine, la hausse des coûts de l'énergie et les problèmes d'approvisionnement alimentaire dans le monde. Il est donc clair que nous sommes face à un sommet dont la feuille de route est chargée et difficile, mais nous espérons que les dirigeants arabes prendront leurs responsabilités et fourniront tous les efforts nécessaires. أن ينهض القادة العرب بمسؤولياتهم، تنهض الدول العربية بمسؤولياتها، أن تبذل كافة الجهود. À Aousserd, au camp de réfugiés sahraouis, coup d'envoi ce mercredi et jusqu'au 15 octobre des festivités de la célébration du 47e anniversaire de la proclamation de l'unité nationale sahraoui. Sous le slogan « Mettons fin au colonialisme au Sahara occidental », le programme de la célébration comprend le Festival international du film et le Festival régional de la culture et des arts populaires. Le petit-fils de l'icône africaine Nelson Mandela, Mandela a rappelé devant les États membres de l'ONU le parallèle entre le régime de l'apartheid dont ont été victimes les Sud-Africains et l'occupation marocaine au Sahara occidental, appelant le Maroc à renoncer à ses ambitions impérialistes et à mettre fin à l'occupation dans la dernière colonie d'Afrique. Selon lui, il est impossible de garder le silence face à l'injustice et à l'occupation d'un autre peuple. Il a à ce titre rappelé les résolutions du Congrès national africain et des dirigeants sud-africains de soutien au Sahara occidental et au droit à l'autodétermination avec la mise en œuvre de la promesse de longue date d'organiser le référendum. Les attaques de l'armée sahraoui se poursuivent depuis la violation du cessez-le-feu le 13 novembre 2020 contre les forces de l'occupant marocain qui subissent de lourdes pertes humaines et matérielles le long du mur de la honte. Les unités de l'armée populaire de libération sahraoui ont mené hier de nouvelles attaques contre des positions des forces d'occupation marocaines dans les secteurs d'Aousserd, Mahbes et Adrika. Au Maroc, la détention du journaliste marocain Souleymane Raissouni, jugé arbitraire par un groupe de travail de l'ONU. Emprisonné depuis 2020, Raissouni est poursuivi à cause de ses opinions. Ses soutiens ont dénoncé un procès politique. Les détails avec Yasmine Moussouadi. Emprisonné depuis mai 2020, Souleymane Raissouni a été condamné en appel en février 2022 à 5 ans de prison ferme pour des faits qu'il conteste. Cet ancien rédacteur en chef du journal arabophone Akhbar Lyoum est poursuivi à cause de ses opinions. Ses soutiens ont dénoncé un procès politique.
À la suite de l'examen de son cas, le groupe de travail de l'ONU sur la détention arbitraire a conclu que les violations du droit à un procès équitable sont d'une gravité telle qu'elles rendent la détention de Raissouni arbitraire. Le groupe estime que la mesure appropriée consiste à libérer immédiatement le journaliste et exprime sa vive inquiétude quant à son bien-être physique et psychologique. Le journaliste marocain avait entrepris une grève de la faim d'avril à août 2021, lui laissant de nombreuses séquelles selon les experts onusiens. Il n'a pas assisté à la plus grande partie de son procès en première instance en février et en juillet 2021 en raison de cette grève de la faim de 122 jours. Il avait été arrêté 2 jours après la publication d'un éditorial dans lequel il reprochait aux autorités leur incompétence dans l'application de la législation sur l'état d'urgence pendant la pandémie de Covid-19. Plusieurs manifestations ont été organisées par des militants de droits humains et des journalistes, dénonçant ce verdict qu'ils estiment injuste et scandaleux. En Palestine, près de 300 organisations ont interpellé la communauté internationale sur la situation des prisonniers palestiniens et condamnent le maintien en détention de plus de 4600 prisonniers, dont des femmes, des mineurs et des détenus administratifs, ce qui constitue une grave violation du droit international humanitaire et un crime de guerre. Elles appellent les institutions officielles et de défense des droits de l'homme arabes, régionales et internationales à œuvrer à l'internationalisation de la question des prisonniers et des détenus palestiniens, tout en dénonçant les pratiques qui violent leurs droits. En prévision du championnat du monde d'athlétisme qui se tiendra à Budapest, les athlètes de la sélection nationale, Jamel Sedjaiti et Yassine Hattat, sont en stage au centre de Tikijda. Nous les avons suivis, Ahmed Souilahm et Sid Ahmed Bouraïb. Les athlètes d'élite de la sélection nationale d'athlétisme sont à pied d'œuvre pour préparer de la meilleure des manières la nouvelle saison, chargée en événements, à commencer par les Jeux africains, les championnats du monde et les Jeux militaires. Nous sommes en début de saison, l'ambiance est très bonne. Tikijda se trouve en altitude, ce que nous recherchons, nous, en tant qu'athlètes. Nous visons les championnats du monde de Budapest et les Jeux olympiques de 2024, où nous espérons réaliser de bons résultats. Le Centre national de Tikijda reste un pôle prisé par les sportifs qui préparent les échéances nationales, continentales et mondiales. Pour terminer, on vous emmène explorer un lieu d'une beauté historique, le musée du Bardo. Chaque année, il attire des milliers de visiteurs curieux d'explorer les moindres détails de ce monument. Un voyage dans le temps que Essia Rib et Rina Lerari nous proposent. Classé monument historique en 1985, puis musée national, le musée du Bardo compte aujourd'hui 16 500 pièces paléolithiques et néolithiques, certains datant de la préhistoire, alors que d'autres reflètent la richesse de notre culture, africaine notamment. Le musée accueille temporairement des expositions ethnographiques africaines composées de 150 objets exposés, comme les masques portés lors des cérémonies ou rites funéraires des tribus africaines et des ustensiles utilisés dans la vie de tous les jours. Niché dans un écrin de verdure et de fraîcheur, le musée du Bardo, qui était à l'origine une résidence d'été, dont la construction remonte au XVIIIe siècle, est caractérisé par son architecture néo-mauresque. Ce musée s'étend sur une superficie d'environ 6000 m², dont un tiers consacré au palais et un tiers réservé aux jardins et espaces non bâtis. Sahat al-Kham, ou la cour, est le point central qui donne sur les différents appartements du palais. Construite à la fin du XVIIIe siècle, Villa des Fahs, somptueuse demeure qui était destinée à l'accueil des notables, ne cesse d'attirer un grand nombre de visiteurs au quotidien, de par sa richesse architecturale et historique et ses jardins luxuriants. Sur Canal Algérie.